Si je m'en tiens à ce que je lis dans son livre, page 14, il est un des actionnaires d'une famille industrielle tricentenaire, donc un Richard insolent, un ancien de l'ENA, donc un technocrate froid. Il est président d'une grande société cotée, donc un financier avide. Il est le fondateur du MEDEF, donc un patron arrogant. Il est de droite. C'est donc un réactionnaire archaïque. Il est chrétien, c'est donc un cubéni hypocrite. Il est baron, donc un aristocrate méprisant. Voilà pour la caricature. Ernest-Antoine Sellière, bonjour. Bonjour. On trouve ces propos dans votre livre qui est sorti il y a quelques semaines. On n'est pas là pour se faire engueuler chez Alma Éditeur, de cette fameuse chanson de Boris Vian, on y revient dans quelques secondes. Quand vous êtes confronté comme ça à cette caricature, peut-être aussi à cause des gens comme moi, des journalistes, la manière dont on parle de vous, ça vous met en colère, vous vous dites c'est pas moi, vous vous dites oh il y a quand même du vrai, soyons honnêtes, vous vous dites quoi au juste ? C'est-à-dire que quand on devient ce qu'on appelle un personnage public, ce qui m'est arrivé avec la présidence du MEDEF, la présidence du patronat européen, etc., on est vraiment très souvent pris à partie, dans des termes que j'ai résumés de cette manière. Et donc, en fait, ça dépend des gens, mais en tout cas pour moi, si vous voulez, j'ai un personnage à côté de moi qui prend tout ça, qui bien entendu est moi, et donc cela m'intéresse, mais ça ne me touche pas. C'est une sorte de double de moi qui prend les coups, mais moi je reste ce que je suis, et je sais ce que je suis, c'est pendant que je m'amuse d'une certaine manière de voir la manière dont les autres me voient ou font semblant de me voir, parce que bien entendu dans ces caricatures, il y a beaucoup de voulu. Donc il y a une sorte de mise à distance avec cette personne qu'on pourrait appeler une marionnette qui a réellement existé aux Guignols et qui se sont bien amusés à vous taper dessus, mais ça c'est ce qu'on aime chez les Guignols aussi, et ce qui vous a fait rire d'ailleurs. Oui, aucun problème là-dessus. Vous reconnaissez du vrai dans ce qui est dit par rapport à votre parcours, par rapport... Non, mais enfin si vous voulez, je prends l'un de ces épithètes. Bon, je suis baron. Voilà. Ça n'apporte strictement rien dans la vie d'être baron. Non mais qu'est-ce qu'on a pu le dire, le baron Sellière, le baron Sellière. Ouais, alors, mais il y a deux barons, il y a le baron en pain, le baron Bic aussi et le baron Sellière. Voilà, le baron, si vous voulez, ça attire en effet la critique et ça amuse parce que c'est féodal. Mais le comte et le marquis, on s'en fiche. Bon, je savais très bien que c'était un handicap, mais je l'assume. C'est pas parce que, pour des raisons d'ailleurs pontificales, je le dis en passant, et non pas pour des raisons de champ de bataille, je suis baron pontifical, c'est nommé par Léon XIII, enfin un de mes aïeux a été nommé par Léon XIII, et donc ça, on sait très bien que c'est un handicap, mais ça n'empêche pas de faire. On ne va pas s'interdire d'être président du MEDEF parce que les gens vont s'amuser du fait qu'on soit baron, et ça n'a strictement aucune importance. Mais ça compte en effet dans cette époque médiatique pour vous qualifier et bien entendu pour vous disqualifier si possible. Alors il y a un bandeau rouge comme on fait souvent en édition pour attirer l'œil du chaland dans les librairies, et là sur le bandeau rouge c'est marqué le vrai Sellière, ce qui sous-entend qu'il y en ait un faux. Il est comment le faux Sellière? Non mais ça m'intéresse de votre point de vue. Écoutez, c'est justement une des raisons de ce livre, il y en a bien d'autres, que d'avoir été à ce point caricaturé, qu'un certain nombre de gens, même que je connais, finissent par être impressionnés par la caricature, et donc je me suis dit, c'est pas mauvais d'écrire un livre dans lequel on se met tout de même assez largement soi-même, de façon à ce qu'au moins les gens qui vous connaissent ou qui font partie de votre vaste premier cercle sachent au moins qui on est. Il y a en effet des dangers dans cette caricature médiatique un peu systématique, c'est que même l'œil de ceux qui vous connaissent se déforme. Alors le vrai Sellière, c'est pas parce qu'il y a un faux, c'est parce qu'on a voulu en construire un faux. Alors, ce livre n'est pas, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais ce n'est pas un livre de mémoire à proprement parler. On est à mi-chemin entre effectivement un livre de mémoire, parce qu'on apprend quand même 2-3 choses sur votre enfance, sur la manière dont vous vous êtes construit sur le plan des valeurs notamment, et puis aussi une analyse de la crise et de la situation économique mondiale, et particulièrement de la France, ainsi qu'un retour sur vos activités professionnelles. Voilà, on est à mi-chemin entre différents styles de livres. C'est un livre qui vous ressemble ? Je vous dirais, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu envie de dire des choses. Pourquoi à ce moment-là? J'avais envie de dire des choses. Je les ai dites à ce moment-là parce que j'ai été en effet dans des histoires un peu difficiles sur le plan judiciaire et autres, et j'ai attendu qu'elles soient complètement clarifiées, que j'ai eu un non-lieu éclatant par un juge bien connu, le juge Van Ringbeck, qui m'a sorti complètement de ses affaires. Vous parlez de la fameuse affaire de la cousine, là? Oui, c'est ça. Enfin, j'ai eu des problèmes familiaux, etc. Au sein de la famille de malversation. Qui ont été un peu difficiles à surmonter.
surmontés. Et puis une fois qu'ils ont été surmontés, que j'ai été totalement, je dirais, à l'écart de tout ça, je me suis dit que beaucoup de choses que je voulais dire depuis 2 ou 3 ans, parce que ces choses sont longues, il fallait les dire. Et donc j'ai apporté à un éditeur mes idées. C'est ma vérité, en fait. Non, environ 150 pages d'idées que je voulais avoir rassemblées pour les décrire. Et l'éditeur, je ne dirai pas son nom, c'est un grand éditeur, m'a dit, enfin très gentiment, mais enfin, je l'ai compris comme ça, au fond, vos idées, on s'en tape. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir percevoir un peu mieux l'homme. Et donc, fort de ce conseil, j'ai mixé, en quelque sorte, ce que j'avais à dire, avec, je dirais, un peu d'explication de moi-même, enfin sans aller trop loin. Et donc, c'est ce mix qui fait que ce ne sont pas des mémoires, ce sont plutôt des anecdotes, ce ne sont pas non plus un essai prétentieux, mais simplement en effet un certain nombre de notations nées d'une certaine expérience des choses. En tout cas. Juste pour revenir quelques secondes sur l'affaire dont vous parliez, c'est au sein de votre, c'est un groupe familial, hein, le groupe Wendel. Au sein de la famille, il y a donc eu des accusations lourdes. Comment on le vit intérieurement ça, quand la trahison quelque part vient de l'intérieur? Comment vous en êtes Quand on vous reproche des choses et qu'on sait qu'on est irréprochable, ce n'est qu'une préoccupation, mais ça ne vous touche pas du tout. Je pense que dans la vie... Mais là, ça vient de la famille. Moi, la famille, vous savez, quand on est 1000 actionnaires, la famille, c'est une très, très, très lointaine cousine. Ce sont des arrière-grands-parents qui étaient, je ne sais pas, eux-mêmes cousins germains. Enfin, bon, oui, donc il n'y avait pas d'affectif en jeu. Oui. Non, mais je ne la connaissais pas du tout. Voilà, donc tout ceci est réglé, mais c'est la même mise à distance que tout à l'heure. C'est pas moi qui prends, c'est l'autre à côté, c'est mon personnage public. Non, ça c'est un peu différent. C'est parce que vous devez avoir éprouvé ça vous-même. C'est-à-dire quand on vous reproche quelque chose qu'on n'a pas fait, ça vous est totalement égal au fond. Bien entendu, il faut s'expliquer, se défendre. Quelquefois, on s'en indigne, mais ça ne vous touche pas. Il paraît que vous aimez chanter. Eh bien, mon Dieu, oui. Il ne paraît pas, c'est que c'est marqué dans le livre. C'est marqué dans le livre. Alors, dans le livre, vous parlez beaucoup d'une chanson qui s'appelle Le Sirop Typhon, qu'on connaît tous, mais ce n'est pas celle-là que je vais vous demander de chanter à Ernest-Antoine Salière, c'est plutôt celle qui a donné le titre à votre livre, une chanson de Boris Vian qu'on connaît tous, On n'est pas là pour se faire engueuler. Dans la bouche d'Ernest-Antoine Salière, ça donne quoi? Écoutez, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Mais je le chante beaucoup, beaucoup moins bien que l'auteur, et certainement beaucoup moins bien que Coluche ou Gainsbourg qui l'ont reprise. Il manque plus que la trompette, là, de Boris Vian. Pourquoi ce titre, justement, On n'est pas là pour se faire engueuler? Bien, parce que quand on a des responsabilités dans la société, qu'elles soient d'ailleurs politiques, économiques ou culturelles, ou même, j'imagine, religieuses, le fait d'assumer un rôle et de le tenir vis-à-vis de ses contemporains, en France, vous amène énormément de critiques, de reproches et d'opprobes. Et donc, moi, je suis du sentiment qu'il faut une élite, que cette élite a ses responsabilités, qu'il est normal, bien entendu, qu'on la mette en cause, mais elle n'est pas là pour être systématiquement engueulée. Et je trouve, si vous voulez, que ce livre reflète le souhait que l'on a quand on assume des responsabilités, ce qui n'est pas toujours facile ni drôle, qu'en plus de soi. Et alors, j'ai été pendant également plusieurs années, si vous voulez, au niveau européen, dans les responsabilités, et j'ai vu comment ça se passait dans les autres pays. Dans les autres pays, l'élite n'est pas prise comme cible d'une engueulade permanente comme elle l'est en France. Donc ce titre... On n'hérite pas de la même histoire avec les autres pays aussi. Oui, mais enfin, si vous voulez, notre histoire ne légitime pas, en effet, que l'on prenne systématiquement comme cible et en mette en cause des gens qui exercent des responsabilités. C'est nécessaire dans une famille, dans une société, dans une entreprise, en France, et les gens qui ont des responsabilités doivent être mieux respectés. Alors, d'accord sur le fond, n'empêche que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que la mise à distance avec ce personnage public qui s'est fait pas mal taper dessus, et pas uniquement par les guignols, elle n'est pas si réussie que ça, parce que rien que le titre vient démentir le fait que oui, je suis à distance, ça ne me touche pas, etc. Parce que ce titre dit justement, j'en ai peut-être un peu pris beaucoup là quand même. Enfin, voilà quoi. Oui, mais enfin, c'est faites attention à moi. C'est on et pas je. Ouais. Ouh là là, vous en tirez bien. Oui, mais enfin, avec vous, je crois qu'il faut être en effet un peu subtil. Qu'est-ce que vous avez compris du pouvoir, vous qui avez exercé le pouvoir à divers moments de votre vie et pas uniquement au MEDEF? Qu'est-ce que vous en avez compris du pouvoir? Ben écoutez, le pouvoir, je pense qu'on y aspire, tout le monde y aspire, c'est une position... Tout le monde? Je pense que tout le monde y aspire. Oh oui. Enfin, vous savez, le pouvoir... Beaucoup y aspirent, moi je dirais, si on peut se mettre d'accord sur beaucoup. Moi je pense que le pouvoir est toujours relatif, il y a le pouvoir vis-à-vis de ceux qui vous entourent, le pouvoir dans la famille, le pouvoir dans le couple, que sais-je. Mais je dirais avoir
raison parce qu'on a exposé le pourquoi et qu'on a été suivi, parce qu'évidemment c'est de ça qu'il s'agit, le pouvoir, c'est être suivi dans ce que l'on a voulu indiquer ou exprimer. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, d'utile et d'assez savoureux, évidemment, quand on l'a. Mais ça amène, bien entendu, en contrepartie, le jugement, la sanction, quelquefois, évidemment, la réussite. Mais c'est un des éléments centraux de l'existence et de l'existence en société. Je crois qu'il faut le reconnaître comme tel. Comment vous avez fait, Ernest-Antoine Salière, pour vous protéger aussi des mauvais côtés du pouvoir? Est-ce que vous avez réussi déjà? Et comment vous vous y êtes pris? C'est comment dirais-je, c'est surtout le fruit d'une expérience. Je crois que quand on a eu à exercer le pouvoir, peu à peu, on se rend compte, en effet, de la nécessité de l'exercer de manière aussi collective que possible. La collégialité dans l'exercice du pouvoir... C'est le meilleur rempart pour vous. C'est le meilleur rempart, oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il faut se protéger et dénoncer ceux qui ont un pouvoir trop personnel. Le pouvoir s'exerce en conseil, en comité de direction, en gouvernement. Je crois qu'il faut faire très attention, en effet, à une utilisation trop personnelle et exclusive du pouvoir et s'en protéger. Et est-ce que ce qui vous fait dire ça aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, c'est parce qu'à un moment, peut-être un peu jeune, et je ne sais pas dans quel contexte, pas forcément professionnel, mais voilà, est-ce qu'il faut avoir commis un abus de pouvoir pour se dire ça, c'était pas à faire, et plus tard, je saurais mieux m'y prendre, etc. Enfin, est-ce qu'on est obligé d'être passé par cette case-là ? Je ne suis pas absolument sûr que ce soit nécessaire, mais si vous voulez, ce qui est assez clair, c'est que dans la formation française, qui est tout de même très fondée sur de la compétition et de la réussite, je dirais, un peu au détriment des autres. Donc il y a une sorte de célébration personnelle dans la réussite française. Réussite. Vous avez fait l'ENA, hein, je rappelle, oui. J'ai fait l'ENA, mais j'ai été également élevé en partie en Angleterre notamment, oui. Et dans notamment la formation anglo-saxonne, il est assez rare, en effet, que l'on soit en position de réussir seul. Et on vous apprend énormément à admettre le point de vue des autres pour compléter le vôtre et ne pas trop savoir, en effet, qui a eu l'idée ou qui a eu raison. Ce qui n'est pas dans notre formation. Nous n'acceptons pas facilement d'être contredits parce qu'on est vraiment en cause. Quand on a dit quelque chose, c'est soi, et le nuancer, revenir à son propos à d'autres, c'est mal vu. Donc il y a dans la formation française, je crois, si vous voulez, une manière d'exercer le pouvoir qui est moins collégiale qu'elle n'est ailleurs. Vous avez passé, quand vous étiez plus jeune, même enfant, 1 an et demi en Angleterre en pension. Vous aviez quel âge quand vous y étiez? Parce que vous ne précisez pas dans le... Écoutez, j'avais 10-11 ans. Ah oui, oui. Ah, c'est jeune, hein, oui, oui. Pour partir, pour un petit garçon de 10 ans, ça n'a pas été trop dur de se séparer comme ça de sa famille pendant 1 an et demi. De l'autre côté, il n'y avait pas le tunnel à l'époque. Hein. Non, c'est une expérience, mais une expérience assez valorisante, qui vous donne surtout le sentiment que la famille, c'est pas si mal que ça quand on revient. Oui, donc ça a été comme un peu dur à 10 ans, c'est jeune. Bon c'est-à-dire, il y avait encore à cette époque, je le signale en passant, ce qu'on appelle les punitions corporelles. Donc on était battus. On était battus quand on faisait quelque chose de mal. Ce qui était tout de même en effet assez pénible, avait ceci de bien, c'est qu'une fois qu'on avait été battu, on n'en parlait plus du tout. On n'était pas noté sur un livret scolaire pour vous suivre toute la vie. Vous ne faites pas l'éloge quand même de ce genre de sévices quand même? Non, bon, enfin, je n'en fais pas l'éloge bien entendu, mais l'ayant, comment dirais-je, éprouvé, j'en ai vu quand même les mérites qui est de... comment dirais-je, de liquider quelque chose et de ne pas le porter. Moi, je déteste dans la formation française la manière dont, à 65 ans, on vous explique encore qu'on était 11e au classement. Enfin, les choses vous suivent dans la vie, dans la formation, alors qu'une fois que c'est fait, vous avez... Et pourquoi vos parents vous ont envoyé en Angleterre d'un seul coup? Écoutez, je vais vous dire franchement, mais enfin, je ne sais pas si ça intéresse à tout le monde, je jouais trop aux billes. J'étais un addict des billes. Je ne faisais plus que cela. Alors aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, maintenant c'est les billes. Dans la rue. Ouais. Donc on jouait à la bille dans la rue. Moi j'étais à Janson-de-Sailly, donc avenue Henri-Martin, et je passais facilement 4 ou 5 heures à jouer aux billes. Je pense en effet qu'à un moment donné, on s'est dit s'il y a peut-être un avenir dans les billes, mais ça ne suffira peut-être pas. Et donc on va à ce moment-là, je dirais, inviter à me délocaliser. Ah, d'accord, c'est pas encore discipline olympique, hein, les billes, mais par contre en Angleterre, il y a aussi des billes, donc je vois pas bien ce que ça... Non, on a délocalisé le problème finalement. Non, enfin, si vous voulez, je n'étais pas assez concentré sur les études. Et les Anglais, en effet, qui ont une formation beaucoup plus vaste, où le sport est aussi important d'une certaine manière que les matières intellectuelles, tout ça, vous
vous décroche des mauvais travers. On a parlé du pouvoir. J'aimerais savoir, Ernest Antoine Seghers, ce que vous avez compris aujourd'hui de l'argent et comment vous avez géré, alors je ne parle pas forcément de l'argent public, mais votre rapport, vous, à l'argent. Est-ce que ça a été un rapport difficile? Est-ce que ça a été un rapport naturel? Alors, c'est un sujet en effet délicat parce qu'on ne vous croit pas quand on dit ce qu'on a à dire à ce propos. Les gens ont vis-à-vis de ce que l'on appelle un riche, moi je suis considéré comme un riche et quoi qu'il arrive, considéré comme tel, et donc un riche qui parle de l'argent, s'il essaye de prendre sa distance, on ne le croit pas. Enfin, vous le dites d'ailleurs dans le livre, je suis un dirigeant, un privilégié, et bien pire, je suis ce qu'on appelle un riche. Oui, c'est ça, oui. Je suis en effet qualifié comme tel, et donc... pour répondre à votre question tout à fait directement, moi j'ai été d'abord fonctionnaire dans lequel l'argent, ça compte pas, et j'ai quand même passé 10 ans, et j'étais fait en effet pour rester, je dirais, dans la diplomatie et autres. Ce sont les circonstances qui m'ont amené à prendre la direction d'un groupe familial totalement effondré, d'ailleurs qui n'était pratiquement pas capable de me payer au départ. Et donc j'ai commencé dans la vie sans argent. J'étais donc dans une famille ruinée et sorti de la fonction publique. Et tout m'a motivé dans la vie, sauf ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai été passionné de reconstruire un groupe familial qui avait été, je dirais, réduit à zéro, puisqu'il avait été nationalisé, etc., sans indemnité. Et donc, ce qui m'a passionné, ce que je crois être l'esprit d'entreprise, c'est l'aventure que constitue l'entreprise, l'esprit d'équipe, la volonté de la réussite, je dirais, pour pouvoir, en effet, installer un pouvoir, s'ouvrir à de nouvelles dimensions et aventures personnelles. Et l'argent vient comme une sorte de sanction de la réussite. Alors, c'est très bien. Mais je reproche, bien entendu, à tous ceux qui jugent le monde de l'entreprise, le monde des entrepreneurs, comme étant un monde dans lequel la motivation est de s'enrichir et qui vous dénonce toujours comme tel, comme étant totalement à côté de la plaque. Alors maintenant, je l'ai dit, on ne me croit pas peut-être, mais je le sais, que c'est vrai. Et donc, votre rapport personnel à l'argent est un rapport plutôt facile, plutôt simple, plutôt... voilà, on a toujours tendance à dire riche et catho, est-ce que ça va bien ensemble? Mais bien entendu, je pense que tout ceci, si vous voulez, l'attitude de quelqu'un qui a de l'argent se juge par son comportement et par ses motivations. Elle ne se juge pas, je dirais, par le nombre de milliers ou de dizaines ou centaines de milliers d'euros qu'il a quelque part dans un compte. Il y a un comportement dans la vie, pour les gens qui ont de l'argent, qui est un comportement à la fois digne et responsable. Et il y a évidemment des gens qui exagèrent, c'est évident. Mais je pense, si vous voulez, que l'argent du riche est un problème pour ceux qui regardent le riche, ce n'est pas un problème pour le riche, pour autant qu'il ait eu l'éducation de savoir se comporter en riche. C'est-à-dire les nouveaux riches, c'est une expression qui existe et qui dit bien ce que ça veut dire. C'est sur ceux qui étalent leur fric, on va le dire comme ça, si vous voulez, sans en faire profiter les autres, juste pour afficher. Et puis alors il y a, si vous voulez, des gens et des sociétés et des circonstances dans lesquelles on est ce qu'on a. Et je crois que la bonne attitude des gens qui ont eu le privilège d'avoir pu ou accumuler ou hériter ou que sais-je de l'argent, c'est d'être tout au monde sauf ce qu'ils ont et de ne jamais y faire référence et que ça ne les motive pas. Garder de la pudeur, quoi, aussi. Ça, c'est très, comment dirais-je, c'est difficile peut-être, c'est naturel souvent. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas encore dit, que les bénéfices de votre livre vont aller aux sœurs diaconesses de l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. On peut peut-être en parler un petit peu. Déjà, pourquoi avoir fait ce choix-là, de donner l'argent des bénéfices? On sait bien qu'on ne devient pas riche en écrivant un livre. Hein. Tous les écrivains vous le diront, à part quelques best-sellers. Ce n'est pas un immense sacrifice, voilà. Mais enfin, c'était quand même en effet important. Et moi, mon épouse est vice-présidente de cette très vaste hôpital dit Diaconesse Croix-Saint-Simon, et donc elle s'en occupe énormément, et j'ai trouvé très sympathique de dire en sorte que les quelques profits qui tireraient de cette initiative aillent à cette institution. Vous donnez beaucoup, d'une manière générale, aux institutions, qu'elles soient catholiques ou pas d'ailleurs, aux associations, aux ONG, enfin que sais-je? C'est un sujet sur lequel, je dirais, je n'aimerais pas me vanter. Je comprends bien, mais s'il y a un endroit où on peut en parler, c'est peut-être bien un KTO quand même. Oui, mais enfin, cela dit, je pense en effet que quand on a la chance d'avoir des revenus importants, il faut savoir en donner beaucoup. Et d'ailleurs, je souligne que en France, la fiscalité est extrêmement incitative à le faire, puisque, en fait, pratiquement les 2 tiers de ce que l'on donne, en réalité, est pris sur vos impôts. Donc, c'est
très important. Et également en ce qui concerne l'ISF, etc. Donc l'incitation à donner est très forte. Et donc, je crois que quand on est responsable, il faut absolument le faire. Et nous le faisons à notre mesure, en tout cas sans complexe et sans vanité. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à Jésus, si vous aviez été à la place de ce jeune homme riche à qui Jésus a dit tu veux me suivre? Eh bien, vas-y, vends tous tes biens, et une fois que tu seras bien allégé, suis-moi. Vous auriez réagi comment, vous? D'abord, je ne pense pas qu'il ait dit vends tous tes biens, parce que ça lui aurait rapporté quelque chose. C'est plutôt abandonne. Oui, abandonne, oui, exact. Tous tes biens. Abandonne. Je pense que c'est quelque chose auquel on pense souvent, et on se demande souvent est-ce que j'en suis capable? Je crois que si on est profondément chrétien, on doit se dire qu'on en est capable. Et alors? Je ne sais pas si je suis assez profondément chrétien pour cela. La réponse, elle mérite d'être honnête. Vous savez, je crois que c'est un des seuls mérites que je m'attribue, c'est peut-être de ne pas être très apprécié souvent, mais en tout cas d'être toujours très honnête. On va confier la parole à quelqu'un d'autre, si vous êtes d'accord. Pardon, hein? À quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord. Il y a vous, il y a moi, et puis dans cette émission, il y a un troisième personnage qui intervient de manière extrêmement ponctuelle, qui s'appelle le père Geoffroy-Marie, de la communauté Saint-Jean, à qui nous demandons depuis quelques mois dans chaque émission de poser une question à nos invités. Et alors, la spécialité du père Geoffroy-Marie, pour vous expliquer 2 secondes, Ernest-Antoine Sellière, c'est de poser des questions pas toujours très simples. Elles sont très simples quand on les entend, mais quand il s'agit de réfléchir à la réponse, il faut s'accrocher. Alors, on va écouter la question du père Geoffroy-Marie, c'est toujours très fin et très pertinent. Et c'est donc la question tombée du ciel. Bonjour Ernest. Vous aimez insister sur la confiance dans les rapports humains et professionnels, que la confiance est source d'énergie créatrice. Mais de fait, on observe que beaucoup d'hommes ont du mal à avoir confiance en eux et ils se confrontent à beaucoup de difficultés pour se lancer dans des initiatives. Pour vous, comment acquérir cette confiance? Est-ce que la croyance en Dieu pourrait être un socle pour être plus audacieux dans la vie? Une belle question du père Geoffroy-Marie qu'on remercie et qu'on salue au passage sur la confiance. Est-ce que déjà vous avez confiance en vous d'une manière générale? Pas toujours. Pas toujours. Ah oui. On vous imagine pourtant très, très confiant, très fonceur, très... Oui, mais enfin, les gens qui donnent ce sentiment le donnent souvent, en effet, pour masquer une certaine forme d'insécurité. C'est vrai. Je crois, si vous voulez, qu'on a la confiance qu'on mérite. C'est-à-dire qu'elle est à la mesure de la préparation que l'on se donne à soi-même pour les circonstances où on doit justement démontrer qui on est. Comment dirais-je, la confiance en soi reflète l'idée qu'on a de soi, et l'idée qu'on a de soi reflète en fait les efforts que l'on fait sur soi-même, soit pour se préparer, soit pour ne pas faillir, soit pour résister à la tentation, que sais-je. Donc la confiance, elle est quand même en effet le reflet du jugement qu'on porte sur soi. Et je pense que les gens qui ont confiance en eux sont des gens qui sont confortables avec eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ont en effet à peu près fait ce qu'il fallait pour être ce qu'ils sont. Et la deuxième partie de la question du père Geoffroy-Marie, c'était comment donner confiance à quelqu'un. Enfin, ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer une personne de valeur, mais qui perdait tous ses moyens ou qui n'avait strictement pas confiance soit en elle, soit en la vie. Comment on s'y prend? Comment vous vous y prenez, vous, Ernest-Antoine Sellière? Moi, j'ai rencontré en effet beaucoup dans ma vie, enfin, une circonstance, des gens qui n'avaient pas confiance en eux ou qui avaient besoin qu'on renforce la confiance en eux. Et je trouve ça assez facile. Ça veut dire qu'on les accueille avec, je dirais, générosité d'esprit et que l'on fait tout au monde, sauf de les critiquer. Je pense d'ailleurs, là aussi, dans l'éducation française, on critique trop, on critique les individus. Dans l'éducation anglo-saxonne, on cherche au contraire à valoriser par, je dirais, la mise en vedette de ce qu'il y a de capable et de bon en soi. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Quand on trouve quelqu'un qui n'a pas la confiance en lui, il faut repérer et insister sur ce qui peut justement le motiver ou autre. Démotiver quelqu'un, il n'y a rien au monde de plus facile. Ça se fait, je dirais, à l'espace d'un mot. Donner confiance, ça se sent parce qu'on sent l'autre généreux vis-à-vis de soi. Je crois que c'est ça. Alors, la troisième partie de la question du père Geoffroy-Marie concernait Dieu. Et il demandait si la foi en Dieu pouvait être un socle pour cette confiance. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, en tout cas?
Je crois que la foi en Dieu est comment dirais-je, quelque chose qui, quand on l'éprouve, est sans cesse présent. Soit que ce soit dans des moments de bonheur par de la reconnaissance, soit dans les moments d'épreuve par, je dirais, la mise en relation que ça donne et la relativité que ça crée. Très très important devant l'épreuve de se dire que face à ce que évidemment Dieu a pu avoir à l'esprit et ce que l'on vous dit de lui, et bien tout ce qui vous arrive finalement n'a strictement aucune importance par rapport, je dirais, à cette immense vérité et cette immense force. Donc je pense en effet que la référence à Dieu quand on a la foi est une donnée permanente. Je pense que ça donne confiance et ça aide. Vous, c'est une foi que vous avez reçue de l'enfance, par éducation, mais elle n'est pas que reçue. Est-ce que c'est seulement, entre guillemets, une foi du charbonnier, ou c'est une foi du charbonnier, voilà, avec une étincelle, vous avez pu remettre feu au charbon pour redonner un feu vraiment vivant? Je pense qu'il y a des étapes dans l'évolution de la foi, en tout cas dans une vie. Je pense qu'on a la chance, quand par l'éducation, on a été préparé à cela. Il y a en effet un terreau sur lequel, en effet, on peut préparer le terrain. Ensuite, pour moi, je vous le dis tout à fait clairement, ce sont les signes. Moi, je pense que Dieu se manifeste par les signes. Qu'on lit ou qu'on ne lit pas. Voilà. Vous le dites dans votre livre, on peut les voir ou ne pas les voir. La grâce, c'est de les voir. Mais je pense en effet que... Ah non, ça sûrement pas. Ah mais si, un exemple qu'on peut donner. Il n'y en a aucun qu'on peut donner? Non, c'est très personnel. Mais l'interprétation, si vous voulez, des signes que je pense que Dieu envoie à tout un chacun, en lui donnant la possibilité de les voir ou de ne les pas voir, est quelque chose que l'on ressent profondément. Et je pense que ça, c'est une des manières. Dieu, en effet, est mystère. Dieu se dérobe, paraît-il, mais il sème des signes sur la vie de tout un chacun et de pouvoir, en effet, les repérer. En tout cas, la force que ça vous donne, ayant cru les repérer, parce que rien n'est jamais certain, est quelque chose qui est, je crois, très aidant. Vous expliquez dans les pages consacrées à la foi dans votre livre que vous n'avez jamais hésité, vous, à vous adresser à Dieu pour un besoin très précis. Déjà quand vous avez demandé votre femme en mariage, quand vous êtes marié, déjà rien que ça, mais sur des affaires professionnelles également. Est-ce que ça veut dire que c'est... je ne juge pas du tout ce côté utilitaire de la foi, parce que je pense qu'il existe vraiment, mais est-ce que ça veut dire aussi que vous avez un côté très méditatif, plus contemplatif? Comment elle s'instaure, votre relation à Dieu? Non, écoutez, je m'excuse, mais c'est pas contemplatif, je pense que c'est opérationnel. C'est-à-dire que j'ai tout de même lu dans les évangiles... très systématiquement, une sorte de message permanent, n'hésitez pas en fait à demander. Frappez et on vous ouvrira. Oui, mais c'est très fréquent. Chaque fois qu'il y a un miracle, c'est quelqu'un qui s'est précipité, qui y a cru, Jésus se retourne et lui dit, puisque tu croyais en moi et que tu m'as demandé, pourquoi pas. Donc c'est un message que je crois assez permanent. Je crois qu'il n'y a pas de comptabilité, on ne peut pas dire ça a marché cette fois-ci, ça ne marche pas, mais c'est une attitude. Je pense que quand on fait les choses, avoir en effet un petit coup d'œil vers cette réalité divine, en disant, je vais faire ceci, je vais avoir telle circonstance, telle décision à prendre, si vous voulez bien là-haut me donner un petit coup de main pour m'éclairer, allez-y. Et puis on oublie. Mais enfin, d'ailleurs, je crois, si vous voulez, que la bonne attitude, j'ose dire, en ce qui concerne la foi et la religion dans la vie, c'est de ne pas la mettre à part. C'est d'accepter que ce soit une sorte de flux qui irrigue à tout moment. Mais sans que ça vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est de même que l'on respire, et sans s'en apercevoir, on peut également avoir une espèce d'irrigation de la religion dans sa vie sans trop le savoir. C'est un entraînement. Au risque de choquer, parce que je crois que c'est quand on vous a remis la Légion d'honneur, vous vous êtes dit, il faut que je remercie tous les gens que j'ai envie de remercier. Première personne citée, Dieu. Et là, vous expliquez que dans l'assistance, oui. Une sorte de courant électrique, c'est pas très bien passé. Ça, c'est également une chose que je dis dans le livre, si vous voulez, c'est que la religion en France, il y a un dressage au tabou. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une attitude laïque, la laïcité à la française est progressivement devenue une sorte de généralisation du tabou. En tout cas pour la religion chrétienne, parce que parler quelquefois de la religion musulmane, ça c'est accepté. Mais mettre en œuvre dans le discours la religion chrétienne, remercier Dieu quand on vous... publiquement, remercier Dieu, je pense que là où nous sommes, ça serait pas mal pris, mais le faire à la télévision, je dirais, publique et nationale française, ce serait en effet probablement considéré comme non laïque. Or, rien ne m'interdit de dire que je crois en Dieu, et rien ne m'interdit de dire, mesdames et messieurs, je vous invite à croire en Dieu. Ce n'est pas une atteinte à la laïcité. La laïcité, c'est l'État qui, lui, ne prend pas parti.
mais on est en train, je dirais, d'essayer de faire glisser la laïcité vers une sorte de tabou. Et j'ai un chapitre là-dessus dans lequel je m'exprime en disant ça, c'est pas normal. On a parlé de la Bible il y a quelques secondes. Est-ce qu'il y a un personnage dans la Bible, ou peut-être uniquement resserré sur les évangiles, ça c'est à vous de voir, dont vous vous sentez particulièrement proche? Vous savez, des fois on pose cette question aux gens en disant, voilà, toi si tu devais être quelque part dans la Bible ou dans les évangiles, tu serais où? Alors, il y en a, ils disent au pied de la crèche, d'autres au pied de la croix, d'autres ils sont avec Zachée dans l'arbre. Enfin bon, voilà. Vous êtes où, vous, Ernest Antoine Seignier? Moi, écoutez, je n'ai pas pensé, donc j'improvise ma réponse, mais je pense que j'aurais beaucoup aimé être un des apôtres. Ah oui. Ça m'aurait passionné d'être dans l'équipe de Jésus. Ça aurait été... Lequel? J'ai une idée. Je peux vous la soumettre? Allez-y. Je vais vous la soumettre. On a souvent. C'est pas Judas, non? Non, pas Judas. On a souvent souligné votre côté très optimiste, très joyeux, très fonceur aussi. Et s'il y a un apôtre qui était assez exubérant et fonceur, c'est bien Pierre. Bah, écoutez, Pierre, en effet, c'est un peu celui qui anime, je dirais. Voilà, côté un peu patron. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas vous faire dire que... Non, mais c'est celui auquel vous pensiez? Écoutez, oui, mais je ne suis pas là pour me vanter, donc je ne vais pas vous dire que je suis... On est en train de discuter enfin, je entre pense en effet que Pierre a eu, aux côtés de Jésus, d'abord un rôle passionnant à le suivre. Il a eu ses moments de faiblesse, il a eu la trouille à un moment donné de tomber dans l'eau. Enfin, il n'a pas aimé... Il y a le reniement aussi. Et il a eu de très bons moments aussi. Et puis ensuite, on lui a dit, ben, si tu veux bien être le chef de ce qui suit, c'est pas mal. Donc, en effet, avoir été Pierre, ça, c'est sûrement pas mauvais. La fin, évidemment, n'étant pas très agréable. Ah bah oui, mais bon, c'est aussi le fondateur de l'Église, quand même, Oui. Pierre. C'est pas mal, quand même, d'être la première pierre de toute cette institution. Tiens, en parlant de Saint-Pierre et de ses successeurs, vous aviez, vous, une vraie admiration pour Jean-Paul II. D'une manière générale, dans votre panthéon personnel, quand on regarde des personnages, De Gaulle, Hemingway, Malraux, Jean-Paul II... C'est pas très original. Oui. Non, mais ce sont des gens qui sont dans le faire, beaucoup. Des gens oui. qui sont dans l'opérationnel, comme on disait tout à l'heure, dans l'action. Vous aimez les gens qui ont écrit, mais qui sont aussi, voilà, il y a des résultats, il y a des actions, il y a de l'efficacité. Si vous voulez, d'abord, on a beaucoup d'admiration pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire en réalité les contemplatifs. Je dis à un moment dans ce livre qu'en fait, je pense que le contemplatif est probablement ce qu'il y a de plus important, puisque c'est celui qui se positionne, je dirais, au plus proche de la réalité inconnue, invisible, et qui consacre sa vie. Donc c'est très impressionnant. Et on ne sait pas du tout quel est l'effet porté, d'ailleurs, de cette attitude. Ça peut être majeur. Mais c'est un grand mystère. Un grand mystère. Mais ça, je pense, en effet, que tout ce qui est, en effet, vie contemplative, consacrée, en quelque sorte, je veux dire, au regard vers Dieu, ou en tout cas vers l'invisible, est quelque chose de très impressionnant. Maintenant, c'est vrai que je pense que ceux qui ont une personnalité d'une très grande ampleur et qui mettent leur talent, je dirais, dans l'action, sont ceux qui ont un impact, en tout cas visible, le plus important. Et ceux que je cite, le général de Gaulle, bien entendu, Jean-Paul II, enfin, ce sont des gens qui ont été reconnus, je dirais, universellement comme étant des grandes vedettes. C'est très joli ce que vous dites sur Jean-Paul II, parce que vous l'avez croisé, et il a fait avec vous, comme il fait toujours quand il croisait quelqu'un, c'est qu'il donne un chapelet. Et vous êtes sidéré sur le coup par la différence entre cet homme d'action qui a eu un impact considérable sur la marche du monde et le fait qu'il vous dit, tiens, toi, prends un chapelet, va prier, juste égrener un chapelet. Il vous dit, tiens, il y a un fossé, et en même temps, ce fossé, vous le comprenez. Enfin, vous pensez, vous faites celui qui croit qu'il y a un fossé alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Non, mais que Jean-Paul II, probablement, en effet, consacre de longs moments à dire le chapelet, est quelque chose, si vous voulez, qui est extraordinaire. Parce que le chapelet, quoi qu'on en dise, c'est quand même une répétition assez mécanique. Ça peut être considéré comme... Bon, je ne vous cache pas que je trouve au contraire que c'est une sorte de branchement par Internet sur la chose divine. Enfin, c'est le clic. Je n'avais jamais vu mon chapelet comme une clé USB, mais il faut que j'y pense. C'est la souris. J'y pense. Une clé 3G. C'est la clé 3G direct à Dieu. Retenez bien. Hein. Non, mais aujourd'hui, en fait, depuis que Jean-Paul II vous a donné ce chapelet, vous le dites, ou peut-être que vous le disiez avant d'ailleurs. Oui, non, je dis le chapelet. Alors, en tout cas, une partie du chapelet, en tout cas, je considère que c'est sur le plan religieux quelque chose qui n'est pas inutile, parce que ça vous met en attitude. Alors évidemment, la répétition mécanique disparaît assez rapidement au profit justement d'une tentative de rapprochement. Et je crois que c'est une bonne manière de faire. On a parlé de Jésus, de Saint-Pierre, de Jean-Paul II. Est-ce qu'il y a une grande figure parmi peut-être le panel des saints ou de ceux qui ne sont pas encore saints, mais qui vous attire particulièrement Oui, bon, comment dirais-je c'est pas une majeure, mais si vous voulez, il y a quand même un personnage que je trouve extraordinaire, c'est Saint François d'Assise. Alors lequel? D'Assise, oui, d'Assise. D'accord.
D'abord parce que, si vous voulez, il a tout de même un changement de vie très impressionnant. Et puis ensuite, cette espèce de capacité à être, je veux dire, de plein pied avec la création, la nature, cette grande simplicité. Puis il l'a fait, lui, l'abandon, enfin, le jeune homme riche qui a tout abandonné, Voilà, sa vie c'est facile, sa vie de oui. luxure, sa vie de riche, Oui. pour passer à la Après, bien des pauvreté excès, totale. peut-être pas en effet le cas de tout le monde. Oui, moi j'aime bien ce genre de saints qui sont passés par ces vies-là, ou comme Charles Oui. de Foucault, qui ont eu des vies, enfin, vraiment, qui passent d'un extrême à l'autre, quoi. C'est très impressionnant, en effet, de voir la rupture que donne tout d'un coup l'accès à la foi, et à la foi, en effet, qui trouve son prolongement dans le comportement. Et vous vous trouvez proche particulièrement de la spiritualité franciscaine, de fait, ou pas plus qu'une autre? Écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je, assez initié et spécialiste pour pouvoir me prononcer là-dessus. Non, mais vous n'allez pas voilà, fréquenter ce genre de communauté ou passer des retraites avec eux Je fais des retraites. D'accord. D'ailleurs, avec ma femme, de temps à autre. Et ce sont des moments extraordinaires. Parce que, d'abord, la capacité que l'on a à s'abstraire complètement de ce qui est sa vie dans ces moments est stupéfiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on oublie complètement tout ce qui vous entoure. Et puis, la simplicité du rapport humain, ce sont d'habitude des participants très, très mêlés d'origine, il y a de tout, des gens, des jeunes, des viennes, etc. Et je trouve assez extraordinaire, en effet, ces moments où on s'abstrait de ce que l'on est, de ce qui vous entoure, et on est en pleine communauté pour aspirer à quelque chose qui vous est supérieur. Donc, je recommande la retraite comme une expérience humaine intéressante. À un moment, vous parlez beaucoup des valeurs et que la liberté et l'efficacité sont des valeurs que vous aimez. L'efficacité, notamment parce qu'elle est une condition de la solidarité. Là, quand on est en retraite, on laisse peut-être un peu tomber justement l'efficacité pour la fécondité. On est dans un autre rapport au temps et un autre rapport aussi à ce qu'on fait de ce temps, quoi. Oui, je dis dans le livre, si vous voulez, qu'il y a 4 mots qui sont assez intéressants pour pouvoir situer quelqu'un politiquement. Oui, savoir s'il est de gauche ou de droite. Ouais. Efficacité, liberté, solidarité, égalité. Ouais. Alors, vous en choisissez 2. Ben, je l'ai fait. Si vous m'avez piégé là-dessus. Alors, lesquels avez-vous choisi? Moi, j'avais choisi comme vous, liberté et efficacité, en fait. Eh bien, écoutez, je m'excuse de devoir vous le dire, mais c'est probablement parce que vous êtes de droite. D'accord. Parce que si vous êtes de gauche, vous choisissez égalité et solidarité. Mais il me plaisait aussi les deux autres, honnêtement. Non, je dis la majeure. Mais après, ça c'est veut pas dire comment qu'on on les exclut. articule les uns aux autres, c'est ça qui est intéressant. Mais je m'excuse de vous avoir typifié politiquement, c'est peut-être en effet pas vrai du tout. Mais cela dit, le mot spiritualité ne figure pas là-dedans. C'est un autre ordre. Je pense en effet que quand on a envie d'aller vers Dieu, on est tout de même obligé de prendre une certaine distance par rapport à tout ce qui vous entoure. Tous les ennuis que l'on a s'oublient dans l'orientation vers Dieu. Vous avez 3 filles? J'ai 3 filles et 2 fils. 2 garçons. Un mariage qui dure depuis combien de temps? Eh bien, 40. 40 ans avec Antoinette. Ce qui est très joli, qui n'est pas réellement dit dans le livre, mais qu'on devine vraiment entre les lignes, c'est ce rapport avec votre épouse, qui se retrouve beaucoup sur la foi en Dieu, notamment. Je n'ai pas compris si elle était protestante ou catholique, votre épouse. Elle était protestante. Elle était protestante, d'accord. Et nous sommes maintenant l'un et l'autre chrétiens. D'accord. Mais on sent qu'il y a un très joli rapport, et notamment sur ce plan-là avec elle. C'est quand même rare, un mariage qui tienne 40 ans dans le milieu des affaires. En général, on est plutôt avec des gens qui sont passés par au moins 3 épouses, quoi. Non, je crois que le milieu des affaires est comme tous les milieux. Le bonheur sentimental et la construction conjugale ne sont d'aucun parti ni d'aucune tranche de revenus. Mais je pense en effet qu'il y a quelque chose que je reconnais comme divin dans la capacité que l'on a de pouvoir construire sa vie avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas d'abord forcément très très facile, et donc le sacrement du mariage, si vous voulez, qui est donné à ceux qui sont chrétiens, etc., est quelque chose qui, je pense, en effet, donne une dimension, là aussi, assez supranaturelle, surnaturelle à ce rapport entre 2 êtres, d'où il naît, bien entendu, les enfants, la vie, mais enfin tout ceci, si vous voulez, n'est pas, comme on le croit trop souvent, simplement une affaire, je dirais, de code civil. Alors, on s'achemine très doucement vers la dernière partie de cette émission. J'aimerais qu'on la consacre, les 12 minutes qui nous restent, à un questionnaire inattendu, qui est, ma foi, presque aussi compliqué que les questions du Père Geoffroy Marie.
Donc en fait, je pose mes questions, vous connaissez le principe du journalisme, j'arrive avec mes questions, vous arrivez avec vos réponses. Hein. Mais Voilà. je ne connais pas vos questions, donc je n'ai pas préparé ma Et réponse. ben voilà, et ben tant pis, on va s'y coller quand même. L'improvisation et l'adaptation, c'est pas l'improvisation, mais l'adaptation, c'est la qualité de tout entrepreneur, vous le martelez dans ce livre. Donc on va voir si vous vous adaptez à mes questions. C'est le questionnaire inattendu, Ernest Antoine Sellière. Alors, est-ce que vous avez un péché mignon? Eh bien oui, le vin rouge. Ah oui, à consommer avec modération, hein, on est obligé de le dire. Mais comme on dit, télé. je ne connais pas modération. D'accord. Est-ce que vous avez un péché pas mignon du tout? Probablement, mais si vous permettez, je ne l'avouerai pas. Oh, j'y arrive jamais avec cette question. Il n'y en a pas encore un qui a voulu. C'est parce que je ne dois pas être confesseur. Si vous deviez faire un mea culpa, ce serait quel mea culpa que vous feriez? Que ce soit au niveau personnel, professionnel, enfin, vous vous placez au niveau que vous voulez. Moi, je pense que si je devais faire un mea culpa, c'est de ne pas avoir donné assez de place dans ma vie au sport. Je pense que c'est quelque chose qui vous construit énormément. D'abord, c'est un magnifique loisir. Et voilà, je pense, si vous voulez, que je me suis pas mal construit dans beaucoup de domaines, et pas du tout dans celui-là, et je le regrette. Je dis ça parce que j'ai un fils extrêmement sportif, qui est champion de triathlon. Ah bon? Ah oui, en plus, c'est le sport bien complet, triathlon. Qui a été un vrai joueur de rugby, et donc... C'est le même fils? Le même, oui. Ah, d'accord. Et donc, quand je le vois, j'envie et je me reproche. Et donc, mon mea culpa, c'est de ne pas avoir été suffisamment ardent au sport. Vous auriez choisi quoi comme sport? Si vous aviez eu peut-être plus de temps, ou vous aviez fait ce choix-là, tout simplement? Je pense que j'aurais choisi un sport d'équipe plutôt qu'un sport individuel. Et donc, je suis très initié au rugby par lui, c'est-à-dire, en fait, je comprends ce jeu et je trouve que c'est un jeu absolument magnifique, un jeu d'équipe dans lequel les grands et les petits sont aussi efficaces et nécessaires, les malins et les grosses brutes aussi. Enfin, je veux dire, c'est un sport vraiment d'équipe dans lequel on réalise et on gagne parce qu'on est ensemble. Il y a un sportif que vous admirez particulièrement, qu'il soit rugby ou autre, hein, mais... Alors, je vais faire plaisir à ma femme, qui est d'ailleurs est suisse en même temps que protestante, en vous disant que c'est Federer. Ah, quel bon choix. Nous avons beaucoup de discussions à ce propos, parce qu'elle le trouve extraordinaire, et moi je trouve qu'il est un peu trop sérieux. Mais cela dit, c'est quand même un très, très grand sportif. Un peu trop austère, un peu trop suisse, un peu trop protestant, c'est ça? Je ne sais même pas s'il est protestant, d'ailleurs. Il est vraiment incroyablement humble dans son immense succès, et avec une classe en même temps que la performance, c'est très impressionnant. D'accord. Est-ce que vous avez une devise? Écoutez, j'ai une devise familiale, puisqu'on ne peut pas être baron sans être devise, si vous permettez. Je ne vois pas de chevalière. Non, je ne vois pas de chevalière. Ça me va à l'horreur. D'accord. Mais j'ai une devise familiale qui est d'un ennui profond, mais que je pense en effet estimable, qui est « faire mon devoir ». Ah oui. Ah oui, en même temps, c'est porteur de sens. Oui, bon, ça veut dire bien ce que ça veut dire, mais enfin, c'est pas... Je comprends mieux pourquoi. Alors, je comprends mieux quelque chose dans votre livre. La notion de devoir revient quand même assez souvent, donc quelque part, elle vous irrigue cette devise, même non choisie. Oui, mais si vous voulez, le devoir, d'abord, je comprends très bien, en effet, je vois très bien ce que ça veut dire en soi, et puis c'est vrai que moi, je le lis beaucoup dans ce livre, le devoir vient avec le privilège. Quand on a toutes les chances que l'on a, que j'ai pu avoir, alors, en effet, la contrepartie, c'est de faire son devoir. Et je crois, en effet, que ça équilibre peut-être un peu les choses. Alors ça, c'est une devise familiale qui n'est pas choisie. Est-ce que vous vous en êtes rechoisi une vraiment, une qui soit vraiment à vous, Ernest Antoine Sellière Non, je n'ai pas choisi de devise personnelle, mais j'ai un mot, si vous voulez, qui est pour moi extrêmement important et qui a justifié beaucoup des choses dans ma vie. Et ce mot, c'est décider. Et qu'est-ce que vous mettez, vous, sous ce mot « décider » comment vous enfin, votre définition? Eh bien, je crois, si vous voulez, c'est d'abord, en effet, sortir des ambiguïtés, sortir du flou, savoir ce que l'on est, ce que l'on fait, là où l'on va, juger les autres s'ils doivent être jugés. Et donc, je dirais, c'est s'engager et porter la responsabilité. Je vais vous livrer 30 secondes de ma vie familiale. Ce week-end, nous avons eu une grande discussion en famille, puisqu'on lisait un livre, je ne sais pas si vous connaissez ce moine allemand, je crois, Anselm Grund, et qui vient de sortir un livre que nous lisions en famille. Et à un moment, il y a cette phrase qui a fait polémique, où il disait « Ne sait décider que celui qui est intelligent ».
Et on s'est beaucoup échauffé autour de cette phrase. Je voulais vous la soumettre. Je ne la connaissais pas. Non, puis ça vient de sortir le livre. Hein. Elle ne me déplaît pas d'ailleurs, je dirais. Mais je pense, si vous voulez, qu'il y a énormément de gens qui sont tout à fait capables de diriger, qui sont capables d'organiser, qui sont capables de faire. Mais décider, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui s'en remettent aux autres pour décider, à leur place. Et je pense que c'est, en tout cas, moi, dans mon tempérament, si vous voulez, quelque chose qui a été, non pas une devise, mais un peu une majeure. D'accord. À quel paysage pourrait ressembler votre état d'âme intérieur? Enfin, voilà, quel est le paysage qui vous reflète vraiment? Waouh, écoutez... moi j'ai une idée de la réponse, mais on verra si on est d'accord. Je pense plutôt à un paysage qui me plaît, quand vous me dites cela, que je ne sais pas s'il reflète mon état intérieur. Mais par exemple, rien ne me plaît plus que de voir le vent faire bruire et bouger une frondaison d'un grand arbre. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Non, je m'attendais, parce que vous vous êtes beaucoup attaché au pays d'origine de votre femme, à la Suisse, je m'attendais aux rives du lac Léman, dont vous parlez avec pas mal de poésie, et qui vous rappelle aussi, qui vous rattache à Arcachon, que vous connaissez bien aussi pour y passer vos vacances. Intérieur, alors c'est plutôt en effet mon état extérieur. Je suis enchanté en effet au bord de l'eau de manière générale, et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs et beaucoup d'attachement à ce qu'on appelle le bassin d'Arcachon, qui est un lieu de nature exceptionnel, et que le lac Léman, enfin le lac de Genève, est également un endroit d'une immense poésie, et qui est très porteur pour moi, en effet, de choses qui m'inspirent. Mais je cherchais ce qui les faisait, outre votre histoire personnelle, mais relier ces deux endroits, que quelque part, tout oppose aussi. Enfin, on n'est pas du tout dans le même genre. Ça reste de l'eau, mais c'est quand même assez différent. Et je me suis dit, tiens, lui, il fait un pont naturel entre ces deux endroits-là. Voilà. Oui, bon, je ne peux pas tout expliquer, mais... Mais voilà. Si vous pouviez, vous pouvez d'ailleurs le faire, ça c'est vous qui voyez, mais organiser un dîner en invitant vraiment tous les gens que vous voulez inviter. Mais quand je dis tous les gens, ça peut être des gens qui sont morts il y a très longtemps, des gens qui n'ont jamais existé, des gens qui sont là aujourd'hui. Voilà, quel serait votre rêve de dîner? Qui inviteriez-vous? Eh bien écoutez, cette question m'amuse parce qu'on me l'a posée il y a peu de temps. Je ne suis même pas original. Au terme de probablement quelqu'un qui avait écouté peut-être en effet votre question. Ah, dites-moi qui m'a plagié alors. Mais je vais vous dire, j'ai répondu parce que je ne savais pas quoi dire. Et j'ai répondu, écoutez, je ne veux pas répondre à cette question parce que je décevrais trop de personnes qui n'auraient pas été invitées. Oh, c'est pas grave, ils seront invités au off. Alors maintenant, on va répondre à la question, Ernest-Antoine Sellière. Allez, citez-moi quelques noms comme ça de gens que vous auriez adoré rencontrer. Et voilà, ça s'est pas forcément fait, ou de gens que vous avez perdus peut-être, que sais-je. Faites-vous plaisir un peu, soyez pas politique. Non, mais par exemple, si vous voulez, je le dis très franchement, j'aurais adoré être d'une génération dans laquelle on aurait eu accès direct et on aurait pu en effet déjeuner en tête-à-tête avec le général de Gaulle. J'ai toujours été, malheureusement, au mauvais moment. J'étais trop jeune pendant la période héroïque. Quand il est revenu aux affaires, j'étais encore étudiant. Et ensuite, quand j'étais enfin, je dirais, haut fonctionnaire capable, il est parti. Ah, mais vous l'avez croisé quand même, le général de Gaulle. Je l'ai croisé physiquement. Je n'ai servi dans la fonction publique que des compagnons de la Libération. C'est déjà quelque chose. Voilà, quelqu'un, en effet, moi, c'est pas très original. Je veux dire qu'également dans l'ordre politique, puisque j'ai souvent tout de même, en effet, séjourné un peu dans ces eaux-là, j'aurais été très heureux de mieux connaître que le président Kennedy, qui a été porteur d'une vraie vision de la société américaine. Et ça m'aurait passionné, en effet, d'avoir... Mais d'une manière générale, j'aurais été heureux de dîner en tête-à-tête. Si vous voulez, ça ne m'intéressait pas de faire, je dirais, une sorte de panoplie de gens à la mode. Bon. Donc, ma vraie réponse, oui, en tête-à-tête avec quelques très grands personnages. Qu'est-ce que vous diriez au petit garçon de 7 ans, au petit Ernest-Antoine Sellière, si vous pouviez le croiser là en sortant du studio de KTO? Sur l'émission que nous venons d'avoir? Non, pas sur l'émission, oh là là, il en a rien à faire, ce petit gamin de cette émission. Non, si vous pouviez croiser le petit garçon que vous étiez à 7 ans, vous lui diriez quoi? Vous avez une minute pour lui parler. Je lui dirais, lis mon livre, parce que tu y trouveras des raisons de croire au monde qui vient et de penser qu'il va être passionnant, alors que tous les jours, on va t'agoniser de raisons pour lesquelles tu devrais ne pas être heureux d'être dans la société où tu es, avec des perspectives que tu as. Si vous voulez, je crois que notre travers français aujourd'hui, c'est d'inspecter avec minutie tous les aspects d'une déclinologie dont on farcit la tête des uns et des autres, sans regarder le monde passionnant qui vient
et dont notre problème est, bien entendu, d'être ou de ne pas être. Selon que nous serons capables, nous Français, je dirais, de prendre les bonnes décisions dans les mois, je pense, et en tout cas années qui viennent, nous serons ou nous ne serons pas d'un monde qui sera passionnant. Et j'expose dans ce livre, en effet, les raisons pour lesquelles il va l'être. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de... Alors pardonnez-moi, hein, mais avant de mourir? On voit que vous êtes en pleine forme, en pleine force de l'âge, mais bon, voilà, un jour ça arrivera. Est-ce qu'il y a encore quelques grandes choses que vous aimeriez faire absolument? Ouais, écoutez, je pense en effet que si j'arrivais à amplifier ma foi, à être vraiment consacrer les dernières années de la vie, à vraiment se rapprocher de ce qui sera pour moi en effet l'éternité, puisque j'y crois. Je pense que c'est ça auquel j'aspire, et que c'est probablement très difficile à faire. Je pense qu'on doit pouvoir arriver quand même à se préparer mieux, en effet, au passage. Et comment? Et je pense que c'est par la fréquentation, en effet, de gens qui vous apportent. C'est par, certainement, en effet, une lecture à laquelle on n'a pas procédé, de beaucoup de choses qui vous préparent. Et puis, c'est également l'effort sur soi pour éliminer le mauvais. Et je pense que ça, c'est également quelque chose qui va être assez passionnant. Je pense que travailler sur soi-même pour être plus près à ce qui sera est, dans la dernière partie d'une vie qui n'a pas été particulièrement remarquable, mais qui a été très occupée, quelque chose auquel j'aspire. Merci pour ces dernières et belles paroles. On n'est pas là pour se faire engueuler. C'est du Boris Vian, mais c'est aussi du Ernest-Antoine Seilière. Je rappelle l'éditeur, c'est chez Alma Éditeur. Vous découvrirez bien plus que ce qu'on a pu dire ici, parce qu'on n'a pas pu tout développer, évidemment. On n'a pas parlé du groupe Wendel, notamment, mais il y a toute la saga du groupe, c'est assez intéressant. Le vrai Seilière, il était dans VIP aujourd'hui. Il est dans ce livre aussi, dont je rappelle que les bénéfices vont à un hôpital. L'hôpital, alors attendez, c'est de la Croix-Saint-Simon. L'hôpital des Diaconesses de la Croix-Saint-Simon, tous les bénéfices de ce livre. Je vous remercie beaucoup, Ernest-Antoine Seilière. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation et encore beaucoup de beaux projets aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.